Eh bien, écoutez, ravi d'être là aujourd'hui, en plus avec un panel assez génial, avec des gens qui ont plein de choses à raconter sur ce sujet passionnant qu'est le paiement. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans. Euh, le paiement pour les entreprises, c'est quand même un sujet qui est clé, c'est l'aboutissement pour de toute une activité, de la R&D, de la production, du marketing, etc. Et au bout du bout, si on fait ça, c'est quand même pour être payé. Donc en fait, on n'a pas envie que ça se passe mal, on a envie que les gens qui consomment, les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, parce que là on est plutôt ici pour parler du paiement inter-entreprise, et ben ça se passe pour le mieux. Donc ça c'est un premier sujet. Après en fait ça nous paraît naturel et on a envie que ça se passe le mieux possible, que ça se passe sans qu'on ait besoin de faire la moindre action, que ça soit en fait efficace d'un point de vue opérationnel. Ça c'est un autre sujet qu'on traitera aussi aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est, comme tout sujet clé, il y a des risques qui sont inhérents en fait, au paiement, que ce soit en amont, en aval, etc. Donc là aussi, en fait, on va essayer de vous parler de ce sujet-là, quels sont les différents risques, et comment est-ce qu'on est capable en fait, d'y répondre et de vous proposer quelques solutions. Donc en fait, pour parler de ces sujets-là ici aujourd'hui, donc on a Alexandra. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter juste en 2 mots ? Bien sûr. Donc Alexandra Zana, enchantée. Moi, je suis en charge chez Mastercard France des relations avec les institutions financières. Très bien, merci Alexandra. On a Jacques-Olivier, qui est... Bon, tu viens de changer de poste, hein, ça n'a pas été changé là, mais on peut quand même te féliciter. Si, je suis CEO, ça y est. CEO c'est, ouais, voilà. Bon, bah, c'est bon. Merci. Donc ouais, en 2 mots, donc CEO d'Xpolens. Xpolens, qu'est-ce que c'est ? Voyez ça comme une très grosse boîte de Lego qui va vous permettre de faire plein de choses dans le domaine des paiements, de la tenue de compte, paiement entrant, tout ce qui va être automatisation au milieu et toute la partie paiement sortant. On aura l'occasion, pour être un peu plus explicite, de donner un certain nombre de use cases parce que ça fait très vague sinon. Exactement. Oui. On sera sur des solutions appliquées, des exemples Exactement, que tu auras l'occasion de nous tout à partager. fait, Voilà. tout à fait. Et Michael ? Bonjour à tous, enchanté, Mickaël Dessat. Donc moi je suis responsable de l'activité e-commerce chez Alliance Trade. Alliance Trade, donc assureur crédit. Notre mission à nous, c'est de sécuriser les transactions commerciales entre entreprises quand un fournisseur octroie des délais de paiement à ses acheteurs, d'être sûr que ce fournisseur sera bien payé en temps et en heure à l'échéance du paiement. Merci à tous les trois pour ces présentations rapides. On aura l'occasion de revenir sur ce que vous faites finalement au travers d'exemples précis. Alexandra, Mastercard, c'est quand même un observatoire assez génial en fait, pour voir en fait, ce qui se passe en termes de tendance sur les paiements. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, ce qui se passe, ce que vous voyez, vous, de votre tour de contrôle, et puis en fait, notamment en accent sur ce qui permet en fait, aux entreprises finalement de leur simplifier la vie. Oui, tout à fait. Effectivement, nos Mastercard, c'est plus de 20 000 institutions financières qui sont connectées à notre réseau, des milliards de transactions processées. Et effectivement, nous, tout ce qu'on fait, ça a pour vocation d'offrir la meilleure expérience de paiement possible et de répondre aux attentes de paiement des particuliers, mais aussi des entreprises, qui est notre focus du jour. Et alors, en termes de tendance qu'on observe sur ce marché du paiement inter-entreprise, je dirais qu'il y en a 2 principales. La première, c'est l'essor des paiements digitaux et du e-commerce. Dans un monde post-Covid, on voit vraiment se développer toute l'activité e-commerce et avec un usage croissant par les entreprises de marketplace B2B, un Cdiscount Pro ou un Amazon Business. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'expérience utilisateur, on va de plus en plus dans le B2B avoir les mêmes expériences de e-commerce que celles qu'on peut avoir en tant que particulier quand on va faire son shopping sur des marketplaces B2C. Donc ça, c'est la première tendance avec une UX qui est donc vraiment fluide et en ligne. La deuxième tendance, c'est la tendance du paiement embarqué. Donc, c'est le fait qu'en tant qu'entreprise, je vais pouvoir, dans mon logiciel de compta, de trésorerie, de gestion, avoir un bouton qui me permet de déclencher un paiement et de plus en plus des paiements par carte. On voit qu'il y a d'ailleurs des fintechs ou des banques as a service qui surfent sur cette tendance, probablement Xpolen. On peut citer Swan aussi dans ce domaine-là avec par exemple Pennylane. Donc c'est une tendance qui est de plus en plus marquée. Et donc là, l'idée, c'est que j'ai plus à jongler entre mon interface bancaire et mon logiciel de comptage. J'ai tout au sein d'une même interface. Et dans ces tendances-là, nous, on voit clairement une croissance des paiements par carte
parce que ça va venir répondre à toutes ces tendances, l'essor du e-commerce, le fait de pouvoir, enfin on y reviendra plus tard, mais on a vraiment un monde post-Covid avec une croissance du e-com, avec une reprise des voyages d'affaires et du paiement embarqué, et donc un marché de paiement carte qui se développe de plus en plus. Merci Alexandra. Ton côté aussi, Mickaël, je pense que tu vois des tendances qui évoluent, notamment sur les petits montants, avec des gros volumes, avec des enjeux particuliers. Tu veux nous en parler ? Donc oui, je rejoins un constat qu'a fait Alexandra sur l'essor du e-commerce. Nous, chez Allianz Trade, on a clairement développé une unité dédiée pour ça, justement, parce qu'on voulait avoir des produits, quelque chose qui adressait ces enjeux. Le e-commerce, c'est quoi les enjeux ? Pour une entreprise, c'est d'étendre et d'élargir son champ d'application, sa zone de chalandise, et généralement de traiter et d'automatiser donc, des gros volumes sur des montants de transactions qui sont plus faibles que ce qu'elle a l'habitude d'avoir, on va dire, dans des activités plutôt en ligne traditionnelles. Donc, qui dit gros volume de transactions en nombre, petit montant, beaucoup d'acheteurs à gérer. Et donc ça crée des enjeux opérationnels, forcément, parce que le moindre process manuel là-dedans, il est décuplé et il devient très chronophage pour les équipes internes. Donc d'où l'enjeu de pouvoir automatiser au maximum, finalement, tout ce qui se passe derrière les ventes qui se font en ligne. Et le paiement est un moyen d'automatiser une grande partie de ces flux. Si on a des bons process de gestion de ces paiements et de toutes les méthodes de paiement qu'on met à disposition de ces acheteurs, déjà, ils sont contents parce qu'ils ont la capacité de payer comme eux, ils ont envie de le faire. On facilite la récupération des fonds et ensuite, derrière, si on est capable de récupérer, réconcilier tout ça de manière tout automatisée, finalement, on a des process opérationnels qui sont efficients. Donc voilà, c'est un peu ça les enjeux e-commerce, grosses volumétriques qu'on voit et que je voulais partager. Merci Mickaël. Donc effectivement, des gros enjeux d'automatisation, de simplification pour les entreprises. Est-ce que tu as des exemples, toi, à nous donner de solutions, d'enjeux en fait, qui tournent autour de ça ? Autour de la sécurité, oui, enfin de la sécurité et des paiements B2B. Bah, déjà, là, on a parlé pas mal de tout ce qui est paiement en mode paiement sur Internet. L'essentiel des flux, selon l'Observatoire des moyens de paiement de 2021, si ma mémoire est bonne, 92% des flux, c'est du virement. Vous êtes tous des DAF, des trésoriers ou dans ces domaines-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est la très 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 grosse majorité. Pourquoi ? Parce que le DAF ou le trésorier, il a juste envie de garder la main et de s'assurer que maîtrise, ouais. C'est bien lui qui, en termes de risque, va à la fin être j'autorise ou j'autorise pas. Donc, paiement sur cette partie-là, effectivement, un point. Tiens, d'ailleurs, petit sondage dans la salle. Qui aujourd'hui se fait payer par virement et pour se faire payer par virement donne son RIB. Ouais, normalement ça devrait être tout le monde. Ou alors il y a ceux qui dorment. Parfois il y en a qui dorment. C'est plutôt l'heure de manger. Tu sais. Ouais, c'est un vrai risque de donner votre RIB. Aujourd'hui, si vous donnez votre RIB, vous allez vous retrouver avec des abonnements Canal+, avec un certain nombre de choses qui, derrière, ne vont pas aller dans la facilitation de la réconciliation et de vos pauvres équipes comptables qui, derrière, vont devoir se dire « Tiens, mais qui c'est qui m'a mis un prélèvement que je n'avais pas prévu ?» Il existe des solutions pour limiter ces risques-là. IBAN, ça s'appelle un IBAN virtuel. En fait, ça va permettre aussi d'automatiser, mais bon, je sais qu'on en parle un peu plus tard, donc je ne vais pas commencer à en parler trop tout de suite, mais c'est des solutions qui vont permettre de faciliter énormément l'ensemble de la réconciliation et de l'automatisation dont on vient de parler. Et qui dit automatisation dit sécurisation. Ça va éviter les erreurs humaines, ça va permettre de faire de l'instantanéité, puisqu'aujourd'hui, je vous parlais de briques de Lego, mais de pouvoir avoir des comptes qui vous parlent, qui sont apaisés, donc qui sont en capacité de vous dire tout de suite, tiens, je viens d'avoir une opération, je viens d'avoir ça, comment est-ce que je la traite ? Comment est-ce que je traite cette information-là et la data qui va avec ? Ça, c'est un vrai point. Aujourd'hui, et on en parlait dans la conférence d'introduction, il va y avoir la facturation électronique. Vous êtes tous au courant que d'ici à 2 ans ou 3 ans, en fonction de la taille de votre entreprise, vous allez devoir mettre un système qui va faire en sorte que les factures,
la communication des factures, l'ensemble des informations des factures soit complètement dématérialisé et soit mis dans des portails qui en plus sont des portails agréés. Xpolens fait partie du groupe BPCE, hein, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a annoncé tout récemment le rachat de iPadzat, qui est justement une solution qui est pour la gestion des achats et des ventes, qui est PDP, donc qui a ce fameux agrément qui va permettre justement d'automatiser tous les flux in et tous les flux out, qui est un peu ce que cherchent aujourd'hui à faire les directions administratives et financières. Il y a aussi des enjeux par rapport à la multiplicité des moyens de paiement. Alors des enjeux, c'est des enjeux en termes de risque et c'est des enjeux en termes de capacité. Quand vous pouvez vous dire, je peux me faire payer, je peux accepter des cartes, je peux, via des solutions d'open banking comme Bridge, directement faire de l'initiation, c'est-à-dire proposer à mon utilisateur automatiquement de faire un virement et de recevoir le virement, de créer des IBAN virtuels qui vont vous permettre d'aller chercher directement sur le compte via des prélèvements. Voilà, il y a effectivement une démultiplication de pouvoir prendre du cash, idéalement même d'ailleurs. Oui. Et avec des enjeux de réconciliation aussi. Pour avoir la ensuite derrière, voilà, d'arriver à mettre l'intelligence. Et vous avez un certain nombre de sociétés à l'extérieur qui travaillent justement sur cette intelligence, à la fois côté achat et côté vente, de comment est-ce que je vais faire pour justement toutes ces informations qui m'arrivent via les flux de paiement qui m'arrivent, comment est-ce que je vais les interpréter et qu'est-ce que je vais pouvoir faire dire à mes systèmes on parlera, je crois aussi recouvrement tout à l'heure, mais tout à fait. J'ai envie de commencer sur tous les sujets. Bon, on va se poser là. On va justement passer la parole à Mickaël, puisque au bout du bout, si on n'arrive pas finalement à encaisser, à récupérer les fonds par rapport à tout le travail qu'on a réalisé, on passe dans une étape de recouvrement, et ça en fait c'est un de vos sujets en fait chez Allianz Trade. Oui, en tant qu'assureur crédit, un de nos métiers, une des composantes de notre métier phare, c'est de faire du recouvrement, évidemment du recouvrement pour les paiements interentreprises. Donc nous, on recouvre uniquement sur des entreprises, donc des débiteurs auxquels un fournisseur a octroyé un délai de paiement. Mais si vous travaillez en B2B, vous êtes bien au courant de ces sujets-là. Le recouvrement, c'est une activité évidemment qui est historique. Depuis que les délais de paiement existent, les entreprises font donc du recouvrement, soit elles le font elles-mêmes, soit elles l'externalisent. Il y a des sociétés de recouvrement, les assureurs crédits le font et l'intègrent dans leur processus de gestion de l'assurance et du crédit. C'est un métier qui est en train, on va dire une activité qui est en train d'évoluer fortement, puisque le paiement vient au service du recouvrement. Donc plus on optimise le paiement et le moyen de paiement qu'on met à disposition de ces acheteurs, plus on optimise la récupération des fonds. Et donc, on rend le process de recouvrement à la fois plus efficace. Si je mets à disposition un moyen de payer très rapide, très efficace à mon débiteur, à mon client, parfois, en fait, un impayé, c'est un retard de paiement. C'est juste que je travaille avec des petites entreprises, c'est le patron de la boîte, il n'a pas le temps de gérer à la fois son activité, sa trésorerie, ses paiements, il en a de partout. Donc, l'idée, c'est comment je fais pour lui mettre à disposition un moyen le plus facile de payer. S'il a juste à cliquer sur un endroit avec sa part, on sait que ça va optimiser la récupération, donc quelque part le recouvrement. En plus, il y a un sujet qui est que quand tu arrives à une étape de recouvrement, c'est pas le moment le plus simple en fait de la relation que tu peux avoir avec tes clients. Oui, et donc en effet, et quand on arrive à l'étape d'après, qui est vraiment l'acheteur est en difficulté, a des soucis de trésorerie pour me régler, c'est à ce moment-là que c'est bien de pouvoir faire intervenir justement un expert du recouvrement qui va mettre intelligemment à profit ses capacités de négociation pour prendre à la fois en compte la relation commerciale existante et ne pas la dégrader. L'idée, c'est que le fournisseur puisse continuer à être avec son acheteur le plus longtemps possible. Mais en même temps, récupérer les fonds qui sont dus dans un temps le plus court possible, parce que le fournisseur, lui, pareil, il peut avoir des problèmes de trésorerie derrière s'il n'arrive pas à encaisser les paiements de ses acheteurs. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre à la fois de l'automatisation qui permet de tout, on va dire, d'avoir quelque chose qui est efficient, et à la fois la personnalisation pour pouvoir garder la relation commerciale et prendre ça en compte, et derrière, à la fin, pouvoir récupérer l'argent.
Et quelque part même pour pouvoir faciliter la relation qu'il y a entre les sociétés de recouvrement et les sociétés qui font appel à du factoring, qui font appel à un certain nombre de prestations, de pouvoir avoir justement des outils de fléchage des fonds, c'est-à-dire de dire, tiens, finalement mon client, il m'a réglé moi, c'est dommage, il devait régler Allianz Trade qui était en train de faire le recouvrement. Ça prend du temps pas possible aux équipes d'Allianz Trade qui se disent, mince, non, il nous a toujours pas payé. En même temps, le paiement, il est arrivé finalement sur le compte du client. Donc, d'avoir des aiguillages, et en fait, voilà, le banking as a service, c'est typiquement des aiguillages de fonds qui disent, tiens, tel paiement, je l'ai détecté, il est en recouvrement, hop, je l'envoie vers la banque, vers le recouvrement, plutôt que de l'envoyer directement vers la société. Ça va automatiser et faciliter énormément ces différentes solutions. En plus de ce que tu disais, de pouvoir dire, je mets de l'open banking pour que ça puisse se faire en un clic. Je mets un paiement carte parce que c'est quand même aussi souvent un moyen assez facile pour pouvoir se faire payer. Je vais proposer un IBAN aussi spécifique pour dire, pour cette partie-là, dites-moi. Et ensuite, derrière, je vais mettre les automatisations pour communiquer avec mon client. Ah, vous me deviez 100, vous m'avez payé 90. Automatiquement, merci pour les 90, mais quid des 10 qui restent, merci de bien vouloir, etc. Donc tout ça, c'est du gain de productivité que vous allez pouvoir avoir dans vos équipes de comptabilité, fournisseurs, clients, compte à banque et recouvrement. Ça, c'est un point en fait, moi, qui m'avait interpellé quand j'avais eu un échange un jour avec un DAF qui me disait que même lui, c'était un risque RH dans ses équipes. C'est-à-dire que finalement, en fait, de ne pas avoir les bons moyens de paiement mis en place pour les bonnes situations, ça générait même de la frustration dans les équipes, puisqu'en fait, ça imposait aux équipes de faire du travail en fait, pour lesquels ils n'étaient pas forcément qualifiés, ou plutôt surqualifiés. Et ça, effectivement, je trouve ça super intéressant. Donc il y a un vrai enjeu d'automatisation dans les équipes. C'est clair. Bon, là, on vient de parler des sujets qui ne se passaient pas bien. C'est quand on arrive au bout du bout à finalement pas être payé, à faire du recouvrement, avec les risques dans la relation commerciale avec ses clients. Mais en fait, il y a pas mal de risques en fait, qui permettent de conduire à ça. Donc ça, Alexandra, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'ensemble des dimensions des risques en fait, qui sont présents sur la chaîne de valeur et globalement en fait, les cycles de paiement? Oui, alors effectivement, et Mickaël et Jacques-Olivier en ont déjà abordé quelques-uns, mais il y a plusieurs types de risques. Il y a un premier risque qui va être vraiment le risque opérationnel, parce qu'effectivement, le DAF ou les collaborateurs d'une entreprise vont avoir besoin de réaliser des paiements, et le DAF en particulier, il va avoir besoin de facilement approuver les dépenses des collaborateurs de l'entreprise avec les bonnes clés de réconciliation. Et il doit payer ses fournisseurs à temps, parce qu'il y a aussi tout l'enjeu dont on parlait de timing et de respecter les délais de paiement. Par rapport à cet impératif-là, il y a aujourd'hui plusieurs difficultés, plusieurs risques. Le premier autour de la réconciliation. Enfin, on n'a pas toujours les bonnes clés de réconciliation. On a encore plus de 95% des paiements interentreprises qui se fait par virement, avec parfois, donc quand on n'a pas d'IBAN virtuel, c'est compliqué de réconcilier le paiement et la facture ou le numéro de commande. On va aussi avoir une multitude de petits paiements avec tout un tas de fournisseurs non stratégiques. Donc ça veut dire qu'en termes de coût de gestion de mes fournisseurs, je vais passer beaucoup de temps sur un grand nombre de fournisseurs, mais pour finalement des volumes de transactions peu importants. Et puis, je dois pouvoir être sûr, quand je valide mon paiement, que la prestation a bien été réalisée, etc. Et aujourd'hui, on est dans des processus qui sont encore très manuels. Donc voilà, je dois faire un PO, je dois potentiellement collecter effectivement les coordonnées bancaires du fournisseur. Tout ça, c'est manuel, ça prend du temps. Et donc pour le DAF, il y a un vrai enjeu d'automatiser pour réduire ce risque opérationnel. On aurait pu se dire qu'avec le Covid, le télétravail et vraiment plus de dématérialisation, mais finalement, il y a encore des sujets de papier, de délégation, de PO, effectivement, qui ne sont pas encore réglés. Ouais. Exactement. Et effectivement, la carte, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être une vraie réponse, puisqu'on n'a plus besoin de passer par ce process de génération de PO. On fait un paiement carte, c'est automatique. On peut déléguer la dépense à un collaborateur. On réconcilie automatiquement. Enfin, voilà, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième risque que je voulais aborder, c'est le risque de la sécurité. Et effectivement, nos Mastercard, on le voit bien, on travaille sur toutes ces solutions de sécurité et d'authentification de paiement, parce que quand je fais un paiement, on est exposé au risque de fraude, et on a tous en tête les risques de fraude aux faux fournisseurs ou fraude au président, qui sont une menace très importante pour les paiements interentreprises. Donc effectivement, d'où l'importance de faire très très attention quand on reçoit des nouvelles coordonnées bancaires, à bien sécuriser ces coordonnées bancaires. Mais il y a aussi le risque, et dans un monde post-Covid justement, comment je fais pour contrôler les paiements qui sont faits par mes collaborateurs. Donc
on est post-Covid, on veut donner de l'autonomie à ses employés pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des paiements, mais tout en appliquant les bonnes mécaniques de contrôle et les bons workflows de validation pour avoir la bonne sécurité qui est associée à ces paiements. Et puis peut-être 2 autres points. Un point sur quand on fait un paiement inter-entreprise, il faut à la fois, quand on est côté fournisseur ou côté acheteur, s'assurer qu'on ne va pas entrer dans une relation commerciale à risque, parce qu'il y a un risque de défaut de mon fournisseur, parce que peut-être que le fournisseur a une vulnérabilité cyber qui fait qu'il va être plus exposé à des cyberattaques qui derrière vont potentiellement se traduire par de la fraude ou par des activités de financement de terrorisme. En fait, tous les risques finalement sont liés. Donc il y a un vrai enjeu de bien identifier et prévenir les risques de défaut de ces tiers, clients ou fournisseurs. Et donc ça, nous, Mastercard, on a des solutions, on y reviendra. Et peut-être le dernier point que je voulais aborder, c'était... Sur ce sujet, il y a peut-être aussi les risques en fait, subis par rapport au risque ESG. C'est aussi en fait, nouveau, puisque finalement, tu as du déclaratif qui est de plus en plus demandé, de la réglementation qui se renforce, etc. Exactement. Et quand on référence un nouveau fournisseur, il faut aussi, notamment dans les process de KYC, KYB, vérifier comment ce fournisseur se situe sur ces sujets RSE, parce que l'entreprise est responsable sur toute la chaîne, donc pas seulement de son fournisseur, mais aussi des sous-traitants de ses fournisseurs. Voilà, si ce fournisseur a un sous-traitant qui est au Bangladesh et que dans ce pays-là, le sous-traitant a recours à des bâtiments qui ne sont pas aux normes, etc., en fait, c'est l'acheteur qui en a la responsabilité. Donc, sur le travail dissimulé, etc., tout ça en fait, a beaucoup évolué. On n'est plus au temps où certaines grandes firmes découpaient, filialisaient pour avoir uniquement la partie commerciale en ligne en disant « nous, on est zéro carbone ». Oui, parfait. Exactement. Alors qu'en fait, il y avait le transport, etc. Donc ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler maintenant. Ouais. Et peut-être juste le dernier point, c'est le nerf de la guerre aussi, mais c'est le besoin en fonds de roulement et le sujet du financement. L'acheteur, lui, il va vouloir décaisser les fonds le plus tard possible pour optimiser son BFR. Le fournisseur, lui, il va être payé le plus tôt possible. Donc il y a tout cet enjeu-là d'optimisation financière. Et probablement d'automatisation. Pour rebondir sur 3 points dont tu parlais, le premier, c'est effectivement... Aujourd'hui, Mastercard et ses concurrents, parce que nous on travaille avec un concurrent, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. On est en capacité d'émettre des cartes, et en termes de sécurité, c'est de dire, tiens, moi c'est un de mes commerciaux, et il a le droit de prendre de l'essence avec la carte, et c'est tout ce qu'il va avoir le droit de faire. Ça, il aura le droit de faire, etc. On a la possibilité de limiter et des montants, et des typologies d'achat, et enfin bref, on peut faire des choses... Paiement un peu fléché, quoi, finalement. Extrêmement, voilà, exactement, du paiement complètement fléché. On peut même faire, et d'ailleurs c'est ce que font avec des solutions comme des BAS, certaines des entreprises qui sont dehors, dire on va générer une carte virtuelle qui va permettre de payer 150 € à tel fournisseur. Elle sera chargée uniquement de 150 € et elle sera utilisée dans la journée. Et une fois qu'elle sera utilisée, on va complètement la détruire et elle ne sera plus du tout utilisable. Donc en fait, c'est tout un tas de systèmes de sécurité qui vont permettre de le faire. Je voulais rebondir aussi, tu parlais des fraudes. Effectivement, une des fraudes assez classiques, c'est je vais donner un IBAN, je vais dire que je suis la société X et en fait, j'ai mis mon IBAN perso derrière. Oui. Ça, c'est un très très grand classique. Sachez que la réglementation est en train d'évoluer sur ce sujet-là. On demande aux banques, et d'ailleurs, c'est un peu à ça que sert un BAS aussi, c'est de dire toute la partie un peu lourde de conformité, de sécurité, de lutte contre la fraude, lutte contre le blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, etc. On sait que ce n'est pas vos métiers, quelque part. C'est notre métier et on va faire en sorte de vous décharger une bonne partie de tous ces impératifs qui vont justement venir vous séréniser. Donc, ce que je disais, c'est il va y avoir des changements. On va avoir l'obligation, à partir de l'année prochaine, de vérifier que quand on a un virement qui se présente, que ce virement-là a été fait sur le compte de Monsieur X et en fait, la personne a écrit que c'était pour Madame Y. On va devoir lever une alerte en disant attention, là on a un problème, on va peut-être figer le compte, on va peut-être prendre un certain nombre de règles vis-à-vis de ça, mais sachez qu'il va y avoir des sécurités. Une autre sécurité qui va être mise en place 9 mois plus tard, ça sera la vérification, c'est-à-dire qu'au moment où, même vous, pour vos activités personnelles, vous allez rentrer un IBAN en disant tiens, c'est un fournisseur de bois, c'est la société bois.com. Quand je rentre bois.com, la banque va aller vérifier directement la proximité avec le nom. Est-ce que c'est effectivement une entreprise? Est-ce que c'est effectivement une entreprise de bois, etc. Et pourra vous faire un warning en vous disant
Attention, Orange, le nom que vous rentrez, ça ne correspond pas forcément au nom à qui vous pensez que vous allez payer. Donc, on va vous mettre un système d'alerte et on va vous dire, attention, là, vous prenez un risque, et potentiellement même rouge, vous prenez un risque fort. Si vous effectuez quand même le virement, hein, on est quand même en train d'essayer de vous sécuriser. Donc, vérifiez bien à qui vous envoyez. Et donc, ça, dans votre liste de bénéficiaires, ça sera vrai en B2C et ça sera vrai en B2B. Vous allez avoir ces sécurités-là qui seront amenées par les banques. Si on revient un peu sur les risques, parce que Alexandra, tu as évoqué un certain nombre de risques, et Mickaël, dans votre métier, même initial, de départ, les risques, c'est un point important. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur les sujets de risques en fait, par rapport en tant qu'acheteur? Oui, en effet, pour un assureur, les risques, ça fait partie un peu de notre métier. Ouais. En fait, nous, on voit deux grands types de risques dans cet univers. Un qu'on connaît très bien, qui est le risque, et on en a parlé, le risque d'impayé, d'insolvabilité des acheteurs. Donc, c'est après 45-60 jours, une fois les délais de paiement ont été octroyés, finalement, il n'est plus en capacité de régler. Donc ça, l'insolvabilité, on est en train, ou c'est déjà quelque chose qui se digitalise beaucoup en termes d'analyse, de prévention du risque, évidemment. Mais pour autant, c'est intéressant parce que je discutais avec un client récemment qui veut digitaliser toute son activité de vente en ligne, même de distribution en plein de vente. Et pour autant, un nouvel acheteur qui vient, il lui fallait entre 24 et 48 heures pour lui répondre sur sa capacité à lui octroyer un délai de paiement. Parce que, obligé de faire l'analyse de solvabilité, lui demander les documents, de vérifier justement sa situation financière, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un décalage important entre l'expérience client que je veux proposer et finalement la capacité que derrière, sur une des briques qui est incontournable, qui est le paiement, de lui laisser la possibilité de choisir la méthode de paiement qui lui convient le mieux. Donc ça, c'est quelque chose que on est en train d'étudier et justement de proposer, parce qu'il existe des moyens d'obtenir une réponse instantanée sur une décision de crédit, de solvabilité de cette entreprise pour savoir si oui ou non elle sera en capacité de payer. Alors, c'est jamais une science exacte. Et nous, justement, on est là pour rassurer et faire en sorte qu'à l'échéance du paiement, si jamais ça ne se passe pas bien, alors on va faire en sorte que dans la majorité des cas, on soit le plus juste possible, mais si ça ne se passe pas bien, on mettra les moyens pour récupérer l'argent ou indemniser si jamais c'est nécessaire. Donc ça, c'est le premier risque, insolvabilité. Et ensuite, il y a un autre risque qui est inhérent à cette volonté d'un acheteur à arriver dans un point de vente. Je ne suis pas connu de l'entreprise, je veux pouvoir m'enregistrer en compte et avoir des paiements différés. Et encore plus en ligne, c'est comment je m'assure en tant que fournisseur que celui qui prétend être, c'est bien lui. Qu'il est bien cet acheteur-là. Donc, Jacques-Olivier, on a déjà touché un mot sur l'authentification des comptes bancaires. Donc c'est une solution en effet de se dire je vais aller peut-être lui demander via une connectivité à son compte bancaire d'entreprise de vérifier finalement que ça correspond bien avec le nom de la société avec laquelle il s'est inscrit sur mon site. On appelle avec un nom barbare l'open banking, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais je pense que là, on en entend tous de plus en plus parler. Barbare, ouais. C'est totalement barbare, je comprends pas. Donc, directive sur les services de paiement, directive européenne qui, évidemment, a un peu contraint nos amis chez les banques, ouais. exactement, à ouvrir leurs API pour pouvoir laisser des tiers se connecter au compte bancaire de la société ou de la personne avec son autorisation, bien sûr, et qui a permis finalement d'ouvrir un certain nombre de services qui aujourd'hui, en fait, évidemment, les banques sont très volontaires et contents de pouvoir aussi les mettre à disposition parce que ça crée de la fluidité dans ces échanges commerciaux, ça crée de la confiance et ça permet de faire du commerce finalement beaucoup plus sécurisé. Nous, en tant qu'assureur crédit, la fraude, c'était pas quelque chose qui nous était inconnu. Hein. C'est juste qu'en fait, on savait pas vraiment le matérialiser avant, mais
historiquement, ça nous arrivait très souvent d'avoir des assurés dans des secteurs, alors on peut les citer, par exemple la construction, hein, où sur des chantiers, on a des commandes en tant que fournisseur, et puis un acheteur qui nous dit ok, je suis cette société, mais par contre j'ai besoin de me faire livrer sur ce chantier-là, et puis la marchandise part, et puis en fait il ne la revoit plus jamais, le paiement n'arrive pas, et puis comme par hasard tout a disparu. Donc ça, dans la vente en ligne, c'est la même chose arrive, c'est ce qu'ils veulent, mais si on arrive à vérifier que la société qui vient pour acheter, c'est la bonne société, et qu'on rassure le fournisseur là-dessus, on crée de la confiance dans les échanges, on se soustrait justement à ce risque de fraude, d'usurpation d'identité, qu'on est même maintenant, nous, capables de couvrir et de garantir en tant qu'assureur crédit, ce qui est assez nouveau dans notre univers. Et l'avantage, c'est que maintenant, ça se fait de façon complètement digitale et quasi instantanée. Exactement. Et donc, en fait, ça évite des pertes en fait, de clairement, paniers, quand on met 48 heures à répondre, etc. lui, il a besoin d'être sur son chantier et d'avoir sa commande le jour même. Donc, s'il ne l'a pas là et que ça ne marche pas, il ira chez le voisin pour l'acheter. Et par contre, évidemment, en tant qu'acheteur, il ne peut pas se permettre de payer au comptant parce que la gestion des flux de trésorerie, du BFR, comme l'évoquait Alexandra. Merci, Mickaël. Bon, Alexandra, Jacques-Olivier a parlé de cartes. Je pense que les cartes chez Mastercard, on connaît bien. Voilà. La couverture des risques, etc. aussi. Donc, est-ce que tu peux effectivement nous expliquer un peu ce que c'est les cartes virtuelles, et puis après voir quelles sont les autres solutions que vous mettez en place pour détecter ou couvrir certains risques? Oui, avec plaisir. Alors peut-être en 2 mots pour introduire, parce que je ne l'ai pas fait quand je me suis présentée, mais nous, Mastercard, on est effectivement historiquement un scheme card. Donc c'est notre métier d'origine, et je dirais qu'on a 2 grandes missions. La première, c'est de rendre possible les paiements partout dans le monde avec la meilleure expérience possible et avec les bons standards et les bonnes règles pour garantir à la fois que le marchand ou que l'entreprise va être payée, puisque dès lors que je fais un paiement carte et que le paiement carte est autorisé, l'entreprise ou le marchand a la garantie d'être payé. Et puis, côté client-acheteur, on va aussi mettre en place tout un tas de standards qui vont garantir sa protection avec, par exemple, des mécanismes de rétrofacturation en cas de fraude pour permettre au consommateur de récupérer son argent. Donc, on a ce rôle de scheme card, et on a aussi une deuxième mission qui est celle d'apporter des solutions innovantes pour répondre aux besoins des particuliers ou des entreprises et répondre à leurs attentes de paiement. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de cartes, mais on a aussi investi dans l'open banking chez Mastercard parce qu'on veut accompagner toutes les expériences de paiement. Et on sait que l'open banking peut être très complémentaire à la carte. Donc voilà pour l'intro. Et donc effectivement, pour revenir sur les solutions que Mastercard propose, on a des solutions de paiement, effectivement, donc pour reprendre tous les risques et tous les enjeux qu'on a listés, donc des solutions de paiement par carte virtuelle. La carte virtuelle, elle va vraiment avoir beaucoup de bénéfices et répondre aux grandes tendances des paiements interentreprises. Donc, elle est particulièrement adaptée à l'essor du e-commerce. Le deuxième avantage de la carte virtuelle, c'est qu'elle va permettre la délégation du paiement à des collaborateurs. Donc, je vais pouvoir générer depuis une plateforme des cartes virtuelles. Je vais avoir des administrateurs sur cette plateforme qui vont pouvoir, eux, paramétrer les conditions d'utilisation des cartes virtuelles en fonction du profil des employés. Donc, comme tu le disais, mettre des restrictions ou des contrôles sur certains types de dépenses. Et je vais pouvoir évidemment mettre en place des workflows de validation pour approuver les dépenses ou les rejeter si les dépenses ne sont pas conformes, puisqu'on sait qu'il y a encore 20% par exemple, des notes de frais qui ne sont pas conformes. Un autre avantage de la carte virtuelle, c'est qu'on va avoir une sécurité renforcée, puisqu'on va être capable d'avoir un numéro de carte virtuelle pour un paiement. Donc, sécurité renforcée, avec des contrôles et des validations à chaque fois. Ça peut aller jusqu'à la carte à usage unique, finalement. Ça peut être une carte à usage unique, exactement. Donc ça peut être complètement ça, ou ça peut être une carte pour plusieurs paiements que je peux enregistrer sur Amazon Business, par exemple. Et puis du coup, la réconciliation est automatique, vu que j'ai ce numéro unique à chaque paiement. Ce que permet de faire aussi l'IBAN virtuel. Voilà. Et la carte, par rapport à l'IBAN virtuel, va permettre en plus la délégation de la dépense. Et puis, elle va aussi permettre d'avoir le fameux différé de paiement dont on parlait tout à l'heure, donc d'avoir un avantage aussi en termes de financement du besoin en fonds de roulement, puisque je vais pouvoir utiliser le différé de la carte pour potentiellement payer mon fournisseur plus vite, mais moi, en tant qu'acheteur, bénéficier de ce différé de paiement. Et puis peut-être un dernier avantage de cette carte virtuelle, c'est qu'elle peut s'intégrer dans les plateformes de Procure-to-Pay ou dans les logiciels type Oracle, SAP, etc., pour avoir cette expérience de paiement one-stop shop au sein d'une seule et unique interface. Et c'est les bases qui vont vous faire ça. Et c'est notamment les bases qui vont vous faire ça, parce que nos si vous avez besoin de carte virtuelle, n'hésitez pas. On a accès aux différents skills. En tout cas, chacun aussi. Hein.
Effectivement, on travaille avec des émetteurs de cartes qui vont émettre la carte, qui vont être régulés pour émettre la carte, et nous, on fournit les solutions de cartes virtuelles avec tous ces dispositifs de délégation. Toute l'infrastructure. Exactement. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on aide les fournisseurs à accepter la carte, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a moins de 5% des paiements interentreprises qui sont faits par carte, parce qu'il y a encore aujourd'hui une problématique d'acceptation des cartes. Et donc là, on va travailler avec des partenaires comme Bilop ou Crésus qui vont permettre à un fournisseur qui n'accepte pas la carte de l'accepter. Donc avec des intermédiaires qui vont accepter le paiement carte et repayer derrière le fournisseur en virement. Et donc ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'avoir des échanges bilatéraux entre acheteurs et fournisseurs pour pouvoir payer plutôt un fournisseur en contrepartie de discount que va pouvoir lui proposer le fournisseur. Donc ça, c'est la première famille de solutions qu'on va pouvoir proposer avec nos partenaires émetteurs, bien entendu. La deuxième famille de solutions, on parlait tout à l'heure des risques liés aux tiers, par exemple en cas de défaut d'un fournisseur. C'est qu'on va aussi, nous, on a beaucoup investi dans des solutions de lutte contre les risques, et notamment de ce qu'on appelle les risques systémiques. Donc il y a plusieurs familles de risques systémiques. Donc c'est ce qui fait qu'un risque systémique, c'est ce qui fait que ça peut mettre en péril toute la chaîne d'activité et donc créer une rupture en fait de service. Donc il y en a plusieurs sortes, et nous, on a une solution chez Mastercard qui permet par exemple d'identifier en temps réel et d'alerter sur 6 risques systémiques. Le risque cyber, et donc typiquement, on en parlait tout à l'heure, les entreprises sont très exposées à ces risques. Les risques de ransomware, par exemple, avec demande de rançon, qui peut derrière servir à financer du terrorisme. Les campagnes de phishing. Donc ça, c'est une première famille de risques. On peut avoir des risques type catastrophes naturelles, inondations, séismes, qui peuvent aussi générer une rupture dans l'activité. Les risques RSE. Tu en parlais, Sébastien, mais il y a une nouvelle directive en Europe depuis mai 2023 qui rend l'entreprise responsable sur toute la chaîne, donc les sous-traitants, les sous-traitants de ces sous-traitants, etc., des sujets RSE. Donc c'est très important de se prémunir contre ces risques. Le risque financier, enfin voilà, m'assurer que mon fournisseur ou que mon acheteur n'est pas dans une fragilité financière. Voilà, et donc nous, on a ce type de solution, ça s'appelle Systemic Risk Assessment, et ça va permettre d'identifier toutes les relations commerciales à risque de ces partenaires, qu'ils soient clients ou fournisseurs. Et puis enfin, peut-être je voulais vous partager une dernière initiative que Mastercard mène. Donc on est sur une initiative de sensibilisation. On parlait du risque de fraude aux faux fournisseurs ou de fraude au président sur les paiements par virement. Et donc nous, Mastercard, on veut utiliser notre effet d'échelle et notre capacité à mettre à l'échelle tout de suite des solutions à impact pour travailler donc avec des acteurs comme cybermalveillance autour de campagnes de sensibilisation contre la fraude par ingénierie sociale. Donc typiquement, des fraudes par manipulation pour faire du phishing et on m'envoie de fausses coordonnées bancaires et moi, en tant qu'utilisateur, je vais être manipulé pour saisir de mauvaises coordonnées bancaires. Et donc là, on est en train de travailler avec cybermalveillance sur des campagnes de sensibilisation qui seront diffusées sur YouTube en marque blanche. Donc là, la marque Mastercard n'apparaît pas, mais c'est vraiment un enjeu de sensibilisation de l'écosystème contre ces risques de fraude. Et on se focalise cette année sur 4 verticales en particulier. Celle des avocats, conseils et comptables. La deuxième, c'est l'agroalimentaire, donc avec les producteurs agricoles. La santé, donc pharmacie, labo, hôpitaux. Et enfin, les artisans. Et donc pour chacune de ces 4 verticales, on diffusera donc sur YouTube des campagnes qui informeront quels sont les principaux risques et comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Voilà, typiquement, ça peut être tout bête, mais c'est régulièrement changer ses mots de passe et ses identifiants. Ouais. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation de tout l'écosystème. Mastercard en fait partie. Il y a des initiatives pilotées par la Banque de France aussi. Effectivement, c'est une tendance forte. Et finalement, même des gens qui sont sensibilisés se font avoir. Les fraudeurs sont de plus en plus organisés. Et il ne faut pas me lancer sur le sujet, je peux tenir 2 heures aussi. C'est vrai que ça a touché beaucoup les PME, mais ce qu'on voit, c'est que ça va de plus en plus vers les ETI, oui, les entreprises de taille plus grande. Ça remonte aussi. Ouais. C'est vraiment des réseaux organisés, c'est très impressionnant. Et on est là justement pour vous éviter d'avoir, vous, tous ces risques. Parce que un DAF, un trésorier, n'a pas forcément, lui, à pouvoir penser à tout ça. Donc, effectivement, Mastercard, Xpolens, votre banque APIsée, etc., Allianz Trade, sont là
pour pouvoir faire en sorte que ces risques-là, ça soit des professionnels qui ont l'habitude de traiter ça, de la fraude, du blanchiment, du financement du terrorisme, enfin, quelles que soient les typologies de risques, pour éviter justement que vous ayez à avoir ça, en plus de toutes les activités que vous avez déjà en permanence. Toi, tu as parlé un peu des cartes virtuelles. Ouais, j'ai fait un peu de teasing. Alexandra en a fait aussi, on a parlé aussi, mais au-delà des cartes, il y a aussi de l'IBAN virtuel que vous proposez. IBAN virtuel, compte virtuel. En fait, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir proposer, effectivement, l'IBAN virtuel, je vous le donnais en introduction tout à l'heure, mais de se dire finalement, vous avez 5000 clients différents à qui vous allez envoyer des factures et vous avez envie de vous faire payer. Vous allez, de façon extrêmement simple, pouvoir flécher l'argent de ce qui va vous être payé, de ce qui ne va pas vous être payé, en utilisant cette IBAN virtuelle que vous allez utiliser pour mettre sur chaque client aura son IBAN et à chaque fois qu'une facture sera payée, ça va directement arriver depuis votre banque. C'est une API qui va vous dire tac, ça y est, vous avez eu le paiement en temps réel et vous pouvez utiliser de la communication auprès de votre client pour pouvoir le dire. Ça va sécuriser votre IBAN principal là aussi pour éviter qu'il se passe. Ça aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu de sécurité et c'est un enjeu aussi en termes de gain de productivité. Ensuite, derrière, toutes les factures, elles vont être automatiquement dans vos différents systèmes, lettrés, rapprochés. Ça va être des optimisations en termes de comptabilité client qui vont être extrêmement importantes. Ça va simplifier ensuite toute la partie recouvrement parce que vous saurez exactement qui n'a pas payé. Et encore une fois, à la seconde, hein, je vous l'ai envoyé, il n'est pas encore arrivé, ça va être des excuses. Ou alors, je ne vous l'ai pas envoyé au bon endroit. Là non plus, il n'y aura plus ce type de problème. Et ça va s'intégrer directement avec la digitalisation de la facture dans un flux continu. Enfin, pour moi, ça va être une des révolutions des 2-3 années à venir. Ça va être d'arriver à faire matcher tous les flux de données avec les flux financiers qui sont en dessous et de façon tout automatique. C'est-à-dire que on disait, et ça va être un changement de paradigme, on disait finalement le trésorier, c'est lui qui appuie sur le bouton à la fin pour payer les factures. Je pense qu'on va aller plus loin. Je pense que le trésorier, il appuiera plus sur le bouton. Je pense que quand l'opérationnel aura validé que oui, c'est bon, j'ai bien fait ma réception, j'ai bien reçu mon service, j'ai bien reçu, etc. En fait, l'information va être récupérée dans le système. Le trésorier aura dit, moi, j'ai besoin que tu me fasses un peu de gratte sur la trésorerie, ou à l'inverse, j'ai envie de payer à J mes factures le jour où elles sont dues. Le système le saura, ou alors le système saura que tel client, c'est hyper important de pouvoir... Pardon, tel fournisseur, c'est hyper important de le payer parce que sinon, lui, il me coupe mes accès, donc tu me le payes à J. Lui, on va pouvoir attendre 5 jours, 6 jours, 7 jours pour pouvoir faire un peu de trésorerie en off, etc. Donc, c'est devait être des systèmes où le trésorier va décider de la stratégie, mais en fait, derrière, que ça soit la donnée ou que ça soit les flux bancaires, ça va être piloté de façon complètement automatique. C'est-à-dire que les virements, voire les virements instantanés, hein, puisque vous savez, le virement instantané est en train de se développer énormément. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans des clôtures quotidiennes et à se dire je vais faire mon équilibrage. Ça va être en permanence. L'argent arrive, l'argent repart. On a des use cases une société qui fait de la vente de voitures d'occasion. On va faire de l'initiation de paiement. L'argent va arriver. Comme le compte est apaisé, on va pouvoir voir que l'argent est là. On va dire, tiens, il y a 5% de commission pour la marketplace et les 95% qui restent, je vais le pousser instantanément via un virement en mettant bien les bonnes références, etc., automatiquement au garage qui a vendu la voiture. C'est des automatisations de use case qui font que demain, et en termes d'achat et en termes de vente, pour moi, on va gagner en efficacité, on va gagner en coût de nombre de personnes qu'on va avoir en comptabilité banque, comptabilité fournisseur et comptabilité client, sans parler de tout le recouvrement. Dans les 2-3 ans, c'est des choses qui vont être complètement habituelles. Et ça va se faire par-dessus votre compte bancaire habituel. Vous n'avez pas besoin de changer de compte bancaire. Ça aussi, c'est un point qui est quand même assez important. C'est on ouvre un compte de paiement par-dessus. C'est pas la peine de vous dire j'ai ma relation avec mon banquier. Avec un peu de chance en plus, il est Banque Populaire ou Caisse d'Épargne. Mais j'ai pas besoin d'en changer. Bon, et je fais un peu de pub en passant. Oui, oui. Le contre-pied de l'instantanéité et le fait que, effectivement, quand on fait le paiement, on est débité immédiatement et
le bénéficiaire l'est crédité à l'inverse en fait immédiatement, c'est tout ce qui est paiement différé. On en a parlé beaucoup en fait, notamment pour les particuliers dans la relation en fait B2C, mais en fait c'est aussi un sujet qui se développe beaucoup aussi sur le paiement inter-entreprise. Michael, je pense que tu as des choses à nous partager là-dessus. Oui, merci. Oui, paiement différé. Vous avez peut-être entendu parler du BNPL, Buy Now, Pay Later. Vaguement. Vaguement, ouais, ça te parle, Jacques Ollier. Bon, le concept, on n'a rien inventé derrière tout ça. Hein. C'est vraiment, j'offre un paiement différé à mon acheteur et derrière, j'obtiens la trésorerie, quoi, le paiement immédiatement, et ce paiement est sécurisé. Donc, ce qui change là-dedans et pourquoi est-ce que certains acteurs se sont positionnés là-dessus pour offrir ce type de solution, c'est qu'on va venir imbriquer finalement 3 grandes propositions de valeur en une. Le fait de pouvoir proposer un paiement différé sécurisé. À l'échéance du paiement, le fait de pouvoir aller récupérer les fonds auprès de l'acheteur et de les déplacer depuis le compte donc, du payeur vers moi, mon compte marchand. Et au moment de la validation de la commande, de pouvoir obtenir l'argent immédiatement. Donc après, une fois que l'argent est récupéré à l'échéance, généralement, c'est celui qui a financé la transaction qui va récupérer l'argent qui a été déplacé. Mais tout ça via une seule, évidemment, solution de paiement. L'acheteur, souvent d'ailleurs, pour lui, il a payé finalement sa commande à l'échéance, mais il y a bien eu finalement une avance de trésorerie qui a été faite. Donc ça, c'est quelque chose, nous, on s'y est beaucoup intéressé parce que c'était une manière de digitaliser tout le process de gestion du crédit, toute l'assurance crédit, et en même temps d'ajouter à ça 2 composantes qu'on n'avait pas et sur lesquelles on s'associait souvent à des prestataires de paiement ou à des banques pour le faire, qui étaient la gestion des flux de paiement et la gestion du financement. Et on a remarqué que pour les marchands, c'était d'une complexité quand même assez importante de se dire je vais aller voir ma banque, voir mon assureur, voir soit une autre partie de ma banque parce que c'est pas la même qui gère mon financement et la partie paiement, ou après ça va de paiement dédié parce que quand je fais du e-commerce, finalement, je veux avoir des spécificités dans le paiement que je n'ai pas toujours trouvé auprès de ma banque. Donc c'était d'une complexité trop importante. Et on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas faire d'une solution quelque chose qui gère ces 3 grands aspects du financement, du paiement et de la garantie. Donc c'est pour ça, nous on a créé une équipe dédiée, un produit qui s'appelle Alliance Trade Pay, qui permet de gérer donc à la fois très simplement par une seule intégration sur une plateforme de vente en ligne ou même dans un ERP. Si jamais vous avez besoin de le faire dans des commandes qui sont hors ligne, c'est possible, en point de vente aussi, de pouvoir gérer donc l'authentification de l'acheteur, vérifier qui il est. Je fais son onboarding en temps réel, je vérifie sa solvabilité. J'ai une réponse sur la capacité de crédit que je peux lui accorder, 10, 15, 20 000 euros par exemple. Je sais qui il est. Open banking, vérification de sa pièce d'identité. Très rapidement, j'arrive à savoir, ok, je suis sûr qu'il est bien celui qui s'est inscrit sur mon site. Et donc, à la fin de sa commande, je suis capable de lui dire, ok, tu peux bénéficier de ce paiement à 45 jours sur ce montant de commande. Et au moment où ça valide, je lui livre la marchandise, je suis payé immédiatement parce que j'ai cette possibilité de me faire financer, qui est optionnelle ou pas, ça dépend aussi le coût qu'on veut mettre dans la solution. Hein. Forcément, quand on ajoute du financement, ça coûte un peu plus cher puisqu'on a la trésorerie qui nous est apportée immédiatement. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'échéance, je vais lui envoyer un lettre de paiement, il va payer. S'il me paye directement parce que je n'ai pas été financé, j'ai la garantie que je serai bien payé à l'échéance. Si j'ai été financé, en tout cas, je sais que tout le monde est content et lui aussi, puisqu'il a eu son délai de paiement, il a payé le financeur et ça s'est fait de manière très transparente au travers de la solution technologique qu'on lui a mise à disposition. Et derrière, évidemment, les bénéfices, c'est quand on a des acheteurs qui payent en paiement différé, c'est ils ont tendance à avoir des paniers moyens qui sont plus élevés, de l'ordre de 20% à peu près de volume d'affaires supplémentaires. La conversion de l'achat, elle est meilleure, puisqu'ils vont aller plus rapidement jusqu'au bout. Et ça, moi, je le vois au quotidien quand j'achète pour mon propre compte. Hein. Quand je sais que derrière, on me propose des paiements différés, des facilités de paiement, ou que le paiement est une facilité, je vais avoir tendance à mieux convertir mon achat.
Et enfin, évidemment, je vais avoir envie de revenir acheter chez ce fournisseur-là et je ne vais pas être tenté d'aller acheter chez le concurrent qui propose des services finalement qui sont moins bons, au moins sur cette partie paiement, même si les produits sont identiques. On va rester sur ce point super positif, Mickaël, puisque on l'a vu, il y a des multiplications de risques, des risques nouveaux, des risques en fait dont l'impact, l'importance est de plus en plus là, présente, et pour autant en fait des solutions existent et on peut rassurer les trésoriers pour qu'il y a des solutions qui existent pour qu'ils puissent être payés pour tout le travail qui a été fait par l'entreprise. Merci à vous trois et merci à vous pour votre attention. Merci. Merci.